Bonjour Rokhaya. Bonjour Fawzi. Et merci d'être venu jusqu'à nous, ici. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. On était assez curieux par rapport à ce livre, le dictionnaire amoureux du féminisme. Alors c'est vrai que tu en parles dès le début de ton livre, mais quel a été le processus d'écriture ? À quel moment tu t'es dit, il faut que je prenne la plume pour parler du féminisme, de ta vision en fait du féminisme ? Alors le féminisme, ça fait très longtemps que j'en parle et que j'y réfléchis, mais c'était pas mon idée d'écrire un dictionnaire amoureux. C'est une collection qui est très établie, qui existe depuis longtemps chez Plon, et c'est Grégory Berthier-Saudrel, l'éditeur, qui dirige la collection des dictionnaires amoureux, qui m'a sollicité, et je dois avouer qu'au départ, j'ai trouvé que c'était une mission assez énorme et fastidieuse. Et puis, en discutant avec lui, j'ai compris qu'il voulait vraiment apporter au féminisme une vision un petit peu, peut-être différente. Ouais, c'est ça, et différente de celle qu'on peut voir dans les espaces les plus... on va dire les plus classiques, et donc je m'y suis attelée, mais j'ai mis quand même du temps, même à commencer, parce que c'était une mission quand même assez intimidante. Et donc ça se présente sous la forme d'un dictionnaire, donc à chaque lettre il y a un mot en rapport avec le féminisme, et tu développes. Et ce qu'il y a en filigrane, on va rentrer dans certains mots qui m'ont interpellé, mais ce qu'il y a en filigrane, j'ai quand même l'impression que tu milites vraiment pour un féminisme pour toutes. C'est vraiment, ce n'est plus réservé forcément, et on y reviendra là aussi, à des milieux privilégiés. Oui, c'est ça. L'idée, c'est que je pars vraiment de moi, ma sensibilisation au féminisme. Moi, je suis issue des quartiers populaires. Mes parents sont immigrés du Sénégal et de la Gambie. Donc, c'est vrai que le féminisme, les premières actions féministes que j'ai observées sont celles de ma mère. Et puis après, étant une enfant, justement, issue de catégories qui n'a pas nécessairement eu accès à l'éducation traditionnelle classique, j'ai été sensibilisée aux personnages féministes par la télévision, par les mangas, par plutôt ce genre de contenu culturel, après de m'y intéresser, de connaître les grandes figures et un peu plus de théorie universitaire. Donc oui, je revendique un féminisme populaire et un féminisme des marges, dans le sens où je pense que vraiment les personnes qu'on n'entend pas sur ces questions-là devraient en fait être à même de définir ce qu'est le féminisme, en tout cas en ajout des voix que l'on entend le plus, qui sont les voix les plus favorisées et qui souvent oublient les problématiques des femmes qui sont un petit peu plus précaires. Alors dans ton dictionnaire amoureux du féminisme, tu parles d'un féminisme blanc. Qu'est-ce que tu entends derrière le féminisme blanc ? Tu as déjà commencé un petit peu à y répondre. C'est peut-être des classes privilégiées qui ont peut-être plus souvent la parole, qui ont peut-être qui vivent moins de réalité que des populations un peu plus précaires. Oui, je cite une autre féministe qui, pour définir le féminisme blanc, dit que toutes les femmes blanches ne sont pas forcément porteuses d'un féminisme blanc, et qu'il n'est pas nécessaire d'être blanche pour porter un féminisme blanc. En fait, le féminisme blanc, il correspond à une vision du féminisme qui favorise les femmes situées dans les pays qu'on considère comme autant occidentaux, du nord global, et qui finalement centre les priorités du féminisme sur ce qui préoccupe ces femmes en particulier. Et parfois, ces femmes s'émancipent au détriment d'autres femmes. Par exemple, je pense à ces femmes qui vont moins s'investir dans la sphère domestique, dans les travaux domestiques, et vont le faire en fait en s'appuyant sur le travail d'autres femmes moins privilégiées. Des femmes qui viennent du sud global, qui vont effectivement effectuer les travaux de ménage, de nounou, parfois qui n'ont pas de papier, qui sont dans une forme de précarité administrative, et donc finalement, exactement, et donc finalement vont utiliser on le fait beaucoup à plein d'endroits, vont utiliser leur position de pouvoir, et ce ne sont pas les hommes qui vont prendre en charge en fait cette division du travail, mais d'autres femmes moins favorisées. Et après, je pense à des choses beaucoup plus communes. Quand on consomme par exemple de la fast fashion, ce sont des produits qui sont souvent fabriqués dans des pays beaucoup plus pauvres par des femmes, par des enfants. Et d'une certaine manière, notre accès à la mode à moindre coût se fait au détriment d'autres femmes qui travaillent dans des conditions qui ne sont pas forcément acceptables. Au détriment de leurs droits, en fait. Absolument, de leurs droits, de leur sécurité parfois. Je pense à cet immeuble qui s'était écroulé au Bangladesh en 2013, le Rana Plaza. Il y a eu énormément de morts, des centaines de morts. C'est le coût, en fait, et c'est le prix de notre confort, de notre accès à une certaine élégance. Et donc, ça veut dire que quand même, quand tout à coup, on n'a plus besoin, effectivement, de coudre nos vêtements nous-mêmes, quand ils vont pas bien, quand on estime qu'ils sont plus en état, on peut les jeter. Mais quel est le prix de ça ? Est-ce que c'est du féminisme finalement de pouvoir gagner du temps, gagner du confort si d'autres femmes finalement sont opprimées et risquent parfois leur vie ? Alors en parlant de femmes qui ont été opprimées, qui ont été très critiquées dans ton dictionnaire amoureux, comme je disais, tu milites pour un féminisme pour toutes, et toi tu veux vraiment pas réhabiliter, mais englober Zaya, qui a été traitée, je cite ton livre, de pute, jusqu'à Diams. Je suis sorti de ma bulle, j'ai pris le temps de regarder l'Afrique et de contempler la lune.
Quand tu parles dans ton livre de Zaya et de Diams, ce que tu dis en filigrane, c'est que où étaient les féministes en fait quand elles ont été maltraitées, quoi. Absolument, j'ai eu la grande chance de connaître et de rencontrer Zaya Dehar, qui effectivement a été connue à la faveur d'une polémique où elle avait été impliquée dans une histoire qui concernait les joueurs de football de l'équipe de France, et elle était travailleuse du sexe à l'époque. Et en fait, je pense que c'est important de dire que c'est une femme autonome et que c'était pas une raison pour l'accabler, en fait. Je veux dire, chaque femme, en fait, trouve le moyen de subvenir à ses besoins. Il se trouve qu'à un moment de sa vie, ça a été de vendre des services sexuels. Le plus important, en fait, quand une femme prend ce type de décision, c'est d'essayer de la soutenir et lui garantir des droits sociaux et pas, au contraire, de les enfoncer dans la précarité, dans l'espèce d'obscurité qui, justement, les fragilise et les met face à des clients qui peuvent être agressifs parce que, justement, ils sont protégés par une loi qui ignore le travail du sexe. Donc Zaya, pour moi, c'est une femme aujourd'hui, elle est actrice, elle écrit, elle chante, elle fait plein de choses. C'est ça, elle est dans la mode, elle a défilé. Donc c'est une femme qui a un discours très très clair par rapport à ça et qui considère aussi que toutes les femmes, en fait, on a cette crainte d'être traitées de pute. C'est vraiment un truc... D'ailleurs, le mot pute est dans le dictionnaire. C'est un peu l'espèce d'épée de Damoclès qui nous pèse dessus. Et donc, on fait tout en tant que femme pour se distinguer de ce qu'on imagine être une pute. Quitte à stigmatiser les femmes qui, elles, tombent sous le coup de ce mot et sont disqualifiées de ce fait. Et je pense qu'au contraire, il ne faut pas qu'on se laisse intimider justement par ce genre de qualification. Pute, ça veut dire travailleuse du sexe. Il y a des travailleuses du sexe, il y en a qui ne veulent pas le faire parce que pour des raisons de principes personnels, de religion, etc., etc. Je pense que tous les choix sont respectables et que nous, on ne doit pas se laisser enfermer par la crainte d'être qualifié de pute, parce qu'en fait, quoi qu'on fasse, on est une pute. Dans la rue, on sourit à quelqu'un, on est une pute, on sourit pas, on est une pute. Donc dans tous les cas, on perd, et je pense que essayer de se détacher de ce mot, c'est d'une certaine manière faire le jeu du patriarcat. Et puis Diams, oui, ça m'a frappé parce qu'en plus c'était une de mes premières chroniques. Quand elle avait été photographiée à la sortie d'une mosquée, c'était une photo volée avec un foulard. Les médias lui étaient tombés dessus en disant qu'elle trahissait la cause. Nationale. Incroyable. Et j'étais une des rares journalistes à l'époque à dire que c'était son choix libre et qu'il y avait des féministes à l'époque qui disaient qu'elle trahissait les féministes, alors que moi, je considère que le féminisme, c'est le libre choix. Mon corps, mon choix, c'est quand même un des credos féministes des années 70. Et donc, si Diams a choisi de porter un foulard, en plus, en l'occurrence, elle sortait de la mosquée, donc on ne savait même pas si elle le portait de manière permanente, c'est son choix. Hein. Et en plus, je le dis d'autant plus que moi, je suis musulmane et que je porte pas de foulard, mais je considère que si d'autres femmes musulmanes veulent faire un choix différent, c'est leur droit, et je ne veux pas imposer à toutes les femmes de faire les mêmes choix que moi. C'est dans la diversité, je trouve, qu'on est plus forte en tant que féministe, justement. Alors dans ton dictionnaire amoureux du féminisme aussi, ce qui revient pas mal, et là ça s'entend quand tu le dis, c'est que toutes ces injonctions, en fait, elles viennent parce que la société est dirigée par des valeurs masculines, en fait, que ça soit, on en parlait sur le mot pute, ou bien que ça soit même sur la façon de s'habiller, que ça soit sur le physique, tout court. Il y a des normes qui sont ce qu'elles sont, et tu dis que tout ça, c'est imposé par les hommes, et tu incites justement les femmes à sortir, en fait, de tous ces carcans. Oui, je pense que beaucoup de femmes l'ont fait avant moi, ce sont celles qui m'inspirent, qui m'ont inspirée dans l'écriture. Je pense que c'est important de penser le féminisme comme la lutte contre le patriarcat, et le patriarcat comme un système qui bénéficie aux hommes, et donc qui est promu de manière implicite à leur avantage. C'est-à-dire que nous, on est, en tant que femmes, contraintes à répondre à certaines normes, des normes plastiques dont tu parlais à l'instant, le fait d'être dans le contexte actuel toujours mince, toujours jeune. Parce que ça a changé, maintenant c'est plutôt mode skinny. Exactement, alors qu'avant il fallait avoir des fesses, donc l'entrée-fesses existe aussi dans le dictionnaire, il fallait avoir certaines hanches. Kim Kardashian s'est fait retirer une partie de ses implants, donc maintenant les fesses larges ne sont plus aussi à la mode qu'il y a quelques années, mais ça va peut-être revenir dans quelques années. Donc en fait, on est placé dans une forme d'insécurité permanente, et quand on est concentré sur son physique, finalement, on n'a pas le temps et l'espace mental pour se concentrer sur l'accès à nos droits, tout simplement, et à l'égalité. Et tout ça, pendant ce temps, en fait, les hommes ne vivent pas la même pression, même si on peut quand même considérer que les choses changent par rapport à la pression des hommes sur leur physique. On voit quand même chez les jeunes garçons, il y a cette pression-là qui est liée à la question dont on se représente, mais encore une fois, je pense que c'est aussi un des effets du capitalisme qui veut toujours nous vendre des produits. Alors si on doit être toujours mince ou toujours jeune, il y a des produits pour ça. On a des produits pour maigrir, on a des produits pour cosmétiques anti-âge. Je trouve que cette idée de se faire grossir les fesses. Exactement, il y avait des injections parfois catastrophiques, et même l'idée de l'anti-âge, je trouve ça incroyable parce qu'en fait, tant qu'on vit, on prend de l'âge, et je pense que la seule chose qui puisse arrêter l'âge, malheureusement, c'est la mort. Donc l'idée qu'on puisse stopper l'âge avec des crèmes, c'est déjà une idée qui est problématique. Donc oui,
penser vraiment le patriarcat comme un système et pas comme la responsabilité individuelle de certains êtres humains, majoritairement des hommes, mais vraiment comme quelque chose qui leur bénéficie, parce que finalement, tant qu'on est opprimé, eux peuvent accéder à des places plus enviables. Alors dans ce livre aussi, tu apportes des solutions pour que ce féminisme pour toutes se libère. Par exemple, alors c'est évidemment dans plusieurs mots, toi ce que tu dis c'est voilà, prenez de la place les femmes, faites du bruit. Vous n'avez pas en fait à vous excuser d'exister tout simplement. Exactement, il y a un des premiers mots du dictionnaire qui est le mot aimable. Et je trouve que souvent on a cette injonction à être lisse, à être souriante. À ne pas déranger. Je pense qu'on connaît tout ça. De peur de passer pour une hystérique. Pour une hystérique, qui est un terme qui est aussi sexiste, qui est un dérivé d'utérus et qui stigmatise finalement l'autonomie des femmes. Dès qu'on fait un truc, on est folle, quoi. Et donc cette idée d'être lisse, de demander pardon, de ne pas déranger, de ne pas contrarier, c'est aussi une forme d'oppression. Et donc je pense que c'est important de ne pas chercher en tout cas à contenter la majorité. Et finalement, quand on nous dit qu'on est agressive, qu'on n'est pas sympa, c'est pas grave. En fait, il n'y a aucune femme qui a fait des choses dans l'histoire qu'on a trouvées sympa ou agréables. C'est donc, plutôt le contraire. On disait plutôt que ce soit Margaret Thatcher à l'époque, première ministre anglaise et tout, que ça soit aussi l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel, souvent on leur disait mais elles sont autoritaires. Exactement. Alors Margaret Thatcher, personnellement je la trouve horrible, mais elle n'est pas plus horrible que des hommes qui l'ont précédée. Voilà. C'est-à-dire que dans un pays qui a été gouverné par Winston Churchill, qui lui-même était un colon raciste patenté, Margaret Thatcher, elle s'inscrit quand même dans une lignée où elle n'a pas dérogé à la règle finalement. Donc il n'y avait pas vraiment de quoi la critiquer. Et moi je me souviens que Angela Merkel, elle a fait un certain choix de neutralité vestimentaire, mais que même ça a été, moi je me souviens quand elle a gagné ses premières élections dans les années 2000, où on disait qu'elle a fait une campagne neutre sur le plan du genre. Enfin je veux dire, on dit jamais ça d'un homme en fait. On va pas regarder comment il s'habille, comment il est coiffé. C'est des choses qui arrivent tout le temps, où en fait on doit faire attention d'être suffisamment bien habillé pour ne pas être critiqué, mais pas trop, parce que tout à coup on est extravagante. Je pense notamment à Rachida Dati, même s'il y a des polémiques actuelles sur ses acquisitions de bijoux. À l'époque où elle était ministre de la Justice, on scrutait ses robes, ses talons, puis en plus il y avait une dimension de classe, comme elle est issue d'une classe populaire, c'était beaucoup trop cher pour une fille d'immigré. Enfin, il y a un moment donné, on se dit, si on a envie d'avoir une certaine forme d'élégance, très mode, pourquoi pas. Et moi-même, j'ai été critiquée pour ça, d'ailleurs. Je cite une féministe qui critique mes vêtements. Je me dis, mais c'est incroyable, en fait. À quel moment on a le droit juste d'être une femme, de s'exprimer dans la sphère publique et d'être coiffée et habillée comme on veut, quoi. On peut critiquer les gens sur leurs idées sans forcément s'en prendre à leur manière de s'exposer et d'exposer leur corps. Alors, justement, parmi les solutions aussi, à la lettre A, il y a argent. Et tu cites Rihanna et tu dis, pareil, c'est en filigrane, je résume parce que c'est beaucoup plus détaillé. Tu dis, mais faites de l'argent comme les hommes en fait. Qu'est-ce qui vous en empêche ? Exactement, on se fait escroquer. En tant que femme, on se fait escroquer en permanence. C'est vraiment quelque chose de... Et puis on a beaucoup de mal à asseoir notre valeur. C'est ce que je dis. Enfin, c'est pour ça que je cite cette chanson de Rihanna qui a été apparemment qu'elle aurait écrite pour demander vraiment à sa comptable qu'il lui devait, voilà, c'est ça, de l'argent. C'est ça, c'est genre, donnez-nous l'argent qu'on mérite. Parce que nous, en tant que femmes, souvent, on est moins payés que les hommes. Et de moins en moins, plus on prend de l'âge, plus on a une vie de famille pour les femmes qui ont des enfants, etc., moins elles sont reconnues matériellement. Et puis souvent, on n'ose pas. On n'ose pas, enfin moi je vois par exemple dans les sphères féministes où on fait beaucoup de conférences, y a plein de femmes qui font des conférences gratuites. Moi je dis tout le temps à mes camarades, à un moment donné, on peut pas travailler gratuitement. Ouais. Quand on nous demande de faire des conférences, c'est parce qu'on estime qu'on a des connaissances et qu'on va les dispenser et que ces connaissances en fait on les a acquises parfois de manière très très douloureuse. Donc il faut réclamer pas seulement une compensation, mais vraiment une rétribution correcte pour ce qu'on fait, quoi, pour ce qu'on fait tout simplement. Et ça c'est vraiment une difficulté qu'on a, juste de parler d'argent et de dire je pense que mon travail vaut ça. Et je crois qu'il y a vraiment vraiment un coaching à faire pour les femmes pour qu'elles apprennent à demander l'argent qu'elles méritent, quoi. Alors parmi aussi les autres solutions que tu avances, il y a celle de la cancel culture. Toi, la cancel culture, tu es plutôt pour? En fait, je trouve que cette idée de dire un tel a été critiqué âprement parce qu'il a tenu des propos racistes ou parce qu'il a tenu des propos sexistes et les gens appellent à la cancel culture. En fait, c'est pas vraiment de la cancel culture parce que annuler, censurer, ça peut se faire que depuis une autorité. Les personnes qui peuvent annuler des films ou la présence de personnes dans l'espace public sont soit des décisions judiciaires, soit des décisions qui sont de l'ordre de l'État, des institutions plutôt de l'exécutif. Donc, moi, quand quelqu'un est dans une politique
polémique parce que il a fait une polémique, il a tenu des propos racistes. En fait, c'est une bonne chose. Moi, je repense à l'époque où j'ai grandi, dans les années 80 et 90, il y avait énormément de gens qui tenaient des propos racistes à la télé. Simplement, les gens qui étaient en mesure de répondre n'avaient pas la possibilité d'accéder aux médias parce que c'était la génération de nos parents, notamment, qui tout simplement travaillaient énormément et puis n'étaient pas visibles autant que notre génération. Ces questions-là étaient absentes. Oui, c'est ça. En fait, ils avaient tellement de préoccupations que vraiment, Michel Leb qui fait des sketchs racistes ou d'autres, c'est pas forcément leur priorité. Aujourd'hui, en fait, on a accès au réseau, on peut répondre directement et donc, y a des gens qui ont l'impression d'être annulés parce qu'on leur dit, en fait, ton sketch ou ton propos est raciste. En fait, non, ils ont juste les conséquences de leurs propos. C'est-à-dire que si on dit quelque chose dans l'espace public, il faut accepter qu'on nous réponde et c'est pas vraiment de la cancel culture, c'est juste, en fait, la réponse normale, logique, légitime à quelqu'un qui tient des propos problématiques. Et en fait, on peut pas attendre de juste dire n'importe quoi sur n'importe qui sans recevoir les conséquences de ses propos, quoi. Il y a un mot aussi qui m'a étonné, je m'attendais pas à cette définition, c'est sororité. En fait, puisqu'on se dit sororité, girls power, on est toutes ensemble, femmes et tout. Et toi, ce que tu dis la sororité telle qu'elle est pratiquée là, pas comme ça en fait. Il faut pas faire comme ça. C'est pas automatique. Oui, je suis solidaire des femmes qui luttent pour nos droits. Oui, je pense que quand une femme accède à des droits pour elle, elle accède à des droits pour toutes les autres femmes. Maintenant, la sororité, elle n'est pas mécanique, elle n'est absolument pas automatique. Je ne suis pas la sœur de toutes les femmes. Il y a des femmes qui me veulent pas du bien. Je pense par exemple à l'actuelle leader de l'extrême droite, Marine Le Pen. C'est pas ma sœur en fait. Il y a aucun moment de ma vie où je suis la sœur de Marine Le Pen. Ça c'est peut-être un peu l'exemple extrême, mais oui, mais il y en a d'autres. Ouais. Il y en a d'autres des femmes en fait qui vont dire qui vont vouloir... Il y a des femmes qui ont voté, par exemple, récemment au Sénat, l'interdiction du port du foulard pour les athlètes qui portent, qui sont musulmanes. Voile est aussi un mot que tu as développé dans ton dictionnaire. Absolument. Je vois pas en quoi ce sont mes sœurs. En fait, moi, mes sœurs, ce sont ces femmes qui veulent faire du sport, quelle que soit leur conviction religieuse, et les femmes, en fait, qui les empêchent de pratiquer le sport, alors que le sport, c'est une forme d'émancipation absolument primordiale pour les femmes. Ce sont pas mes sœurs. Et donc, moi, les femmes qui m'attaquent, qui attaquent mes droits ou qui attaquent les droits de mes camarades, ce ne sont pas mes sœurs. Et je pense que la sororité, elle se mérite. Elle n'est absolument pas automatique. Et on est sœurs des femmes qui luttent pour l'émancipation de toutes. Une dernière petite question d'actualité, puisque c'est aussi un mot et une affaire que tu développes dans ton dictionnaire amoureux du féminisme, c'est le consentement. Donc tu reviens sur l'affaire Pellico et des viols de Mazan. Et concernant le consentement, actuellement c'est en discussion pour que ça rentre dans la loi, c'est plutôt en bonne voie. Mais voilà, le consentement, pour que ça rentre dans la définition juridique du viol, ça c'est quelque chose évidemment que tu milites pour. Je milite pour. En revanche, il faut vraiment faire attention à ce que ça ne devienne pas le moyen de déplacer finalement la charge de la preuve sur la victime. C'est-à-dire que si la victime doit tout déployer pour prouver ou non qu'elle a consenti, ça peut devenir dangereux. Donc le consentement doit s'ajouter à la définition actuelle du viol, qui est déjà relativement complète, et ne doit pas en fait remplacer la définition du viol, parce qu'en fait il ne faut pas que ce soit tout à coup la personne qui est victime qui doivent être scrutés en fait, dont le comportement doit être scruté, alors que c'est l'auteur des agressions qui lui doit être analysé, dont les attitudes doivent être analysées. Donc il y a vraiment une prudence par rapport à la manière dont le consentement est amené dans la loi et dans la formulation qui doit être choisie. Rokhaya, peut-être un dernier mot sur comment ce livre va être reçu. Donc on connaît tes prises de position. C'est vrai que parfois tu peux cliver parce que tu as des positions qui sont très courageuses. Merci beaucoup. T'as pas peur un peu de bousculer, que ça soit et le féminisme un peu tradit, un peu blanc comme tu dis dans ton livre, ou d'autres qui de toute façon dès que tu ouvres la bouche qui te critiquent. J'ai pas peur parce que en écrivant ce dictionnaire amoureux, j'ai aussi rendu hommage à plein de femmes. T'as cité Diams, Zaha Hadar, mais Gisèle Pellico aussi, c'est ça. Joséphine Baker. C'est ça. Excuse-moi. En fait, en écrivant ce livre, je me suis replongée dans l'histoire de pas mal de femmes. T'as cité effectivement Diams, Zaha Hadar. Il y a aussi Joséphine Baker, Gisèle Pellico, Angela Davis, Gisèle Halimi. C'est ça, Gisèle Halimi. Et en fait, en travaillant justement sur ces femmes du passé, je pense aussi à Louise Michel, je me suis rendu compte de leur courage et que finalement, ce qu'on fait aujourd'hui par rapport à ce qu'elles ont subi à une époque où c'était absolument inaudible, c'est rien. Et c'est ça qui me donne de la force, où je me dis, en fait... à partir du moment, pour faire une périphrase par rapport à la phrase d'une autre féministe,
fait, à partir du moment où on se comporte pas comme un paillasson, en tant que femme, on est critiqué. Et c'est plutôt pas une mauvaise chose d'être critiqué quand on dénonce des oppressions qui sont de l'ordre du systémique. Et je pense pas qu'aujourd'hui, en France, ou nulle part ailleurs, on puisse être féministe, on puisse être antiraciste sans faire l'objet de critiques. Et ce que je dis nécessairement, ça va perturber les personnes qui ont intérêt à ce que les choses restent telles qu'elles sont. Donc j'ai reçu des critiques évidemment, mais je suis critiquée de personnes dont il est normal qu'elles me critiquent et dont j'espère ne jamais avoir l'assentiment. Donc non, j'ai pas de crainte parce que mes aînés ont fait le taf pour que je sois là aujourd'hui et pour que je puisse aussi prendre un petit peu de leur courage pour avancer. Et puis d'autres prendront le relais dans les générations à venir, j'en suis certaine. Ah ben tout ça, ça donne un livre très courageux, le dictionnaire amoureux du féminisme. C'est ton dernier ouvrage, il est dispo partout. Merci beaucoup, merci Rokhaya à toi, Diallo, Fawzi, d'être merci. venue. C'est toujours un plaisir. Passe une belle journée. Merci, belle journée à toi.